Salut à toutes et à tous, alors je reviens avec une nouvelle vidéo concernant les dossiers Epstein. Certains semblent se bercer d'illusions par rapport au fait que cette affaire pourrait déclencher l'ire populaire, pourrait déclencher un soulèvement, une insurrection. C'est pas la première fois qu'on entend ce genre de discours. À chaque fois qu'il y a un scandale de grande ampleur, on a des masses de personnes pour espérer que ça soit enfin la goutte d'eau qui fasse déborder le vase. Malheureusement, je crois que c'est vraiment des illusions de penser ça. D'expérience, à chaque fois qu'on a pu penser qu'enfin on avait la goutte de trop, bah, à chaque fois on est désillusionné, on se rend compte que c'est toujours pas suffisant pour que le peuple se soulève. Pourquoi ça? Alors pourquoi ça? Parce que, en fait, la population a appris à vivre sous sidération. Les gens, finalement, quelque part, consciemment ou non, voient bien que ça ne va pas, qu'il y a des tas de choses très graves qui se passent. Et malgré tout, ils continuent à travailler, ils continuent à se lever tous les matins, ils continuent à payer leurs factures parce que, eh ben, ils ont justement leurs factures à payer, ils ont des enfants à charge, ils ont, ils ont peur de perdre leur stabilité, de perdre parfois même leur confort de vie. Et ils se demandent ce qu'ils ont à gagner dans une révolte, dans une insurrection. Ils se disent à quoi bon, quelque part. Ils se disent ils ont aussi l'exemple des gilets jaunes en tête, hein, qui a bien servi d'exemple, puisque les gens sont sortis dans la rue. Résultat, ils ont été éborgnés, mutilés, etc. Et donc, ben, les gens peuvent se dire, voilà, ça sert à rien de sortir dans la rue. De toute façon, vous voyez, à chaque fois, on se fait matraquer la tête et ça change rien. Et en gros, il y a cette idée-là que de toute façon, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'espoir. Et, euh, et voilà. Et en fait, à force, les gens développent quelque chose qui ressemble au syndrome un peu de la femme battue ou des victimes d'inceste, qui, en fait, pour mieux supporter leur situation, finissent par occulter ce qu'ils vivent, enfin ce qu'elles vivent, en l'occurrence, si on parle de victimes, euh, par occulter, par minimiser la situation et par se mettre des œillères, se voiler la face, tout simplement pour mieux supporter la réalité. Et donc c'est là qu'on va avoir des discours du style ah mais non, mais c'est juste des politiciens qui font des partouzes, en gros, ça a toujours existé depuis que le monde est monde, ça changera jamais, ça sert à rien d'élever la voix contre ça, de toute façon c'est comme ça, voilà. On va avoir ce genre de discours qui vont apparaître. Et malheureusement, je crois que c'est à cause de ça qu'il n'y a pas de soulèvement. Et malheureusement, je crois que ça peut durer encore longtemps comme ça. Parce que finalement, c'est triste à dire, mais la plupart des gens ne se soulèvent jamais pour des causes idéalistes. La plupart des gens ne se lèvent jamais au nom d'une morale ou d'un idéal ou ce genre de choses. En général, les gens se soulèvent quand ils ont froid, quand ils ont faim, quand ils sont à la rue, quand, euh, quand ils ont soif, enfin, quand leur propre intégrité physique est menacée. C'est seulement là que les gens se soulèvent. Et ça, le pouvoir l'a bien compris, malheureusement. Donc, il fait en sorte qu'on n'en arrive jamais à de telles extrémités. C'est pour ça que le pouvoir, malgré les crises, malgré tout, essaye toujours de maintenir en place une certaine forme de stabilité, de confort social, pour éviter que trop de gens se retrouvent dans une situation où la révolte devient la seule solution. C'est aussi pour ça qu'on fait en sorte qu'il y ait un maximum de divertissement et qu'on dépense des fortunes faramineuses dans des trucs comme les Jeux Olympiques ou les Coupes du Monde ou les trucs comme ça, parce que tant que les gens sont divertis, eh bien, ils sortent pas dans la rue, ils s'insurgent pas. Et ça, c'est vieux comme le monde, hein. C'était déjà à l'époque Jules César qui disait panem et circenses, donc du pain et des jeux. Donc on donne du pain aux gens, et on leur donne les jeux du cirque pour qu'ils ne se soulèvent pas, tout simplement. Euh, Maintenant, ce qui pourrait faire déraper la situation, ce serait une crise imprévue par les élites ou une crise que la caste ne parvient pas à gérer, qui les dépasserait complètement et qui ferait que, malgré tous leurs efforts, le peuple finisse quand même par se soulever. Mais ça, c'est totalement imprévisible. On le verra sans doute pas venir si ça arrive. Et le gros problème, c'est que même dans ce cas de figure, il y a toujours moyen de détourner la colère du peuple vers un ennemi extérieur, ou en tout cas autre que le pouvoir, par exemple avec une guerre ou une guerre civile. Et là, bah, le problème, c'est qu'en temps de guerre ou en temps de guerre civile, le peuple va encore une fois être sidéré et va, plutôt que d'être en colère contre son système ou contre son gouvernement, va plutôt se retourner contre un ennemi, un État étranger ou
contre une cible désignée à l'intérieur du territoire. Donc là, par exemple, en ce moment, on pourrait penser en termes d'État étranger à des pays comme la Russie ou la Chine, ou ce genre de pays qui pourraient servir de bouc émissaire pour détourner la colère du peuple. Ou en termes d'ennemis intérieurs, on pourrait penser, par exemple, le premier exemple qui me vient en tête, c'est les musulmans ou les immigrés, voilà, dire que toute est de la faute des musulmans ou des immigrés, ou ça peut être aussi l'extrême gauche ou l'extrême droite, ou voilà. Donc en gros, on va désigner un ennemi autre que le pouvoir pour que le peuple, plutôt que de se retourner contre le pouvoir, il se retourne contre cet ennemi. Donc c'est là que c'est inquiétant, parce que ça veut dire que même dans le cas d'une crise majeure, il y a toujours moyen d'orienter la colère dans une autre direction que dans la direction anti-système, qu'on va dire. Donc c'est pour ça que je nourris guère d'illusions par rapport aux conséquences de cette affaire Epstein. Je ne pense pas que ça soit l'élément déclencheur, malheureusement. Après, puisse la suite me donner tort, hein. Mais en tout cas, à ce stade, je ne pense pas que ce soit l'élément qui fasse la différence. Voilà. Maintenant, faut-il être pessimiste? Parce que là, ça peut sembler très pessimiste, ce que je dis. Or, pourtant, si j'étais vraiment pessimiste, je serais pas ici en train de vous parler devant une caméra. Le fait que je sois en train de filmer cette vidéo, ça prouve que, pour moi, c'est pas vain de se battre. Déjà, premièrement, parce que l'histoire est le théâtre de l'imprévu. Déjà, au niveau individuel. Regardez votre situation actuellement. S'il y a ne serait-ce que 5 ans, ou même il y a 1 an, voilà, il y a 1 an, si on vous avait dit dans le détail à quoi ressemble votre vie précisément actuellement, est-ce que vous l'auriez cru? Enfin, vous l'auriez peut-être cru, mais vous auriez sûrement été surpris de certains éléments, de certaines choses. Sur 1 an, c'est moins flagrant, mais c'est déjà le cas. Mais imaginons maintenant sur 10 ans. Si on vous disait il y a 10 ans à quoi ressemblerait votre vie maintenant, sans doute que vous ne l'auriez pas vu comme ça. Alors pour les individus déjà c'est visible, mais pour les sociétés c'est encore plus. Est-ce que la France en 1769 pouvait se douter de ce à quoi ressemblerait la France en 1789? Est-ce que la France en 1789 pouvait se douter de ce à quoi ressemblerait la France en 1809? Donc pour rappel, 1769 c'était encore l'Ancien Régime, la royauté, etc. 1789 Révolution française. Et 1809, on est en plein empire napoléonien. Donc vous voyez, les choses peuvent changer très vite à des échelles de 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans. Vous voyez? Donc le théâtre l'histoire est le théâtre de l'imprévu. Donc malgré tout ce que je viens d'expliquer, il peut quand même survenir des événements imprévisibles qui peuvent changer la donne. Donc ça, c'est une raison de garder espoir. Une autre raison de garder espoir, c'est alors c'est pas pour garder espoir en tant que tel, c'est plutôt pour se motiver à continuer le combat. C'est qu'il faut pas forcément combattre dans l'espoir du résultat. Il faut pas se battre parce qu'on espère gagner. Il faut se battre pour le principe, pour les valeurs, pour la justesse morale. Pour pouvoir continuer à se lever le matin sans se sentir coupable, pour pouvoir se regarder dans la glace, tout simplement parce qu'on est convaincu que c'est le seul chemin juste et légitime à suivre. Excusez-moi, j'ai un peu la gorge qui gratte. Mais vous voyez, c'est dans cet état d'esprit-là qu'il faut combattre en réalité. Je voudrais faire un point sur autre chose aussi, sur le fait que il y a toute une frange de la population qui a toujours tendance à minimiser, encore une fois, les pratiques dégueulasses des élites. On a l'impression que quand c'est les élites, ça passe, toujours. Comment dire, même en admettant que l'affaire Epstein, je vais pas commencer par l'affaire Epstein, on va prendre un cas beaucoup plus simple. Les affaires comme l'affaire récente avec Nicolas Sarkozy ou avec Marine Le Pen qui sont poursuivies pour des détournements de fonds, enfin des choses comme ça, on est d'accord que c'est beaucoup moins grave que de la pédocriminalité, mais c'est quand même, c'est pas bien, voilà, on s'accorde pour dire ça. Pourtant, on a plein de gens pour les soutenir. Il se trouve plein de gens pour dire que c'est injuste que Sarkozy ou Marine Le Pen soient condamnés, aillent en prison, des choses comme ça, et qui les soutiennent. Alors que ces mêmes gens sont les premiers à se plaindre de Abdel qui fraude la CAF. Voilà. Ou sans parler de Abdel, ça va être les premiers même à diaboliser les opposants à leur camp quand ils font des fraudes ou quand ils commettent des actes illégaux. Donc il y a un petit souci de cohérence parce que la droite et l'extrême droite se positionnent généralement en chevalier de la lutte contre la corruption, etc. Et finalement, quand on y regarde de plus près, on voit bien que chez eux aussi, il y a énormément de corrompus. Mais là, bizarrement, c'est jamais pareil. C'est pas pareil, vous comprenez, il faut être indulgent, machin. Alors que eux, dans l'autre sens, ils sont jamais indulgents.
Si vous, qui êtes un smicard ou un RSAiste ou un chômeur, vous vous amusez à frauder la CAF ou les impôts, enfin peu importe, quoique les impôts en général ils sont plus tolérants, mais allez, vous allez frauder les aides sociales ou le chômage ou quoi, on va vous traiter de parasites, de profiteurs, etc. Mais par contre, quand c'est Marine Le Pen ou Sarkozy qui détournent des sommes faramineuses d'argent, là, bizarrement, c'est OK. Il y a une sorte d'indulgence. Et ça, on le retrouve dans certains discours concernant... Alors, bon, en ce moment, ils se cachent quand même un petit peu. Mais il y a quand même certains gugus qui tiennent le même type de discours concernant des trucs comme l'affaire Epstein. On a vu par exemple Julien Rochdy, qui est un genre de philosophe, entre guillemets, proche du Rassemblement National et de la sphère identitaire, qui a dit ouais, en gros, c'est juste des élites qui se tapent des putes, ça a toujours existé. Voilà, pour lui, c'est ça, c'est juste des élites qui se tapent des putes. Parce que oui, vous comprenez, quand un acteur ou un politicien ou un chanteur ou quoi est compromis dans un truc comme les dossiers Epstein, ah ça va, c'est juste un gros cochon qui aime un peu trop le sexe, quoi. Ouais, bon, c'est un peu un salaud, mais bon, c'est normal, c'est des riches, et tout. Voilà, il y a un peu ce discours complaisant là, qui m'insupporte au plus haut point. Surtout que même si on parlait, même en admettant que l'affaire Epstein, ça soit entre guillemets juste des adolescentes, c'est quand même très grave. On parle de proxénétisme, on parle de détournement de mineurs, on parle de viol, on parle de choses comme ça, c'est quand même extrêmement grave. En plus, on peut rajouter une couche en sachant que a priori maintenant il y a même des enfants, voire des bébés qui sont impliqués dans l'histoire. Alors là, on n'en parle même pas. Mais on va accorder le bénéfice du doute, on va dire, admettons que ça soit juste des adolescentes. Même si c'est juste, entre guillemets, encore une fois, des adolescentes, c'est extrêmement grave. Et si c'était le clodo toxico du coin, ou le vieux garçon qui vit dans sa maison de campagne, bizarrement, les gens seraient beaucoup moins indulgents. Ils diraient que c'est un monstre, que c'est glauque, que c'est horrible et tout. Mais là, comme c'est des gugus en costard-cravate qui ont du fric, bah, c'est juste un mec qui aime un peu trop le cul, quoi. Voilà, c'est acceptable, ça passe. Bah, moi, ça, je trouve ça très grave. Je trouve ça très grave et ça me rappelle... cette citation de Nietzsche, alors je ne l'ai pas exact en tête, mais où il dit en gros que si vous écrasez un papillon, vous êtes un monstre, et si vous écrasez un cafard, vous êtes un héros. Et il conclut en disant la morale a des critères esthétiques. Bah, c'est exactement ça, et j'ajouterais que la morale a aussi visiblement des critères d'argent et de pouvoir. C'est-à-dire que une même action, selon que vous soyez quelqu'un de puissant, de célèbre, etc., ou que vous soyez un pauvre gars sans ressources et sans statut, eh ben la même action sera plus ou moins vue comme horrible, en fait. C'est exactement ça. C'est assez ironique d'ailleurs, sachant que le personnage que je viens de citer, Julien Rochdy, se réclame de Nietzsche. De ce point de vue-là, et je pense qu'il n'a pas compris certains aspects de la pensée de Nietzsche. Hein. Il ferait mieux de relire un petit peu. Mais voilà, ça me renvoie aussi à cette citation de Jean de La Fontaine qui dit selon que vous soyez pareil, je l'ai plus en tête exactement, mais que vous soyez pauvre ou puissant, quelque chose comme ça, les jugements de cour vous rendront noir ou blanc. Et ben c'est exactement ça là aussi, c'est-à-dire que pour un même crime, pour un même délit, si une personne est puissante ou si elle est pauvre et sans statut, le jugement social ne sera pas le même. Alors là, certaines personnes me rétorqueront que j'enfonce des portes ouvertes, que ça a toujours été comme ça, et qu'il ne faut pas s'étonner que le fort applique sa loi. Certes, je suis d'accord avec ça. Effectivement, c'est logique que le fort impose sa loi et son deux poids deux mesures. Logique ne veut pas dire que c'est bien. Ça veut dire que c'est des faits. Voilà, c'est comme ça, on ne peut pas empêcher le plus fort d'appliquer sa loi. C'est... D'un point de vue pragmatique, on ne peut pas l'empêcher. Hein. Mais ça, c'est valable pour la justice. Que l'État soit complaisant envers les riches et les puissants, puisque c'est les riches et les puissants qui tiennent le pouvoir, ça semble logique. Mais que les gens qui sont victimes de ces mêmes riches et puissants les défendent sur un plan moral comme des gens qui ont le syndrome de Stockholm, ça, c'est pas normal. Bien sûr qu'on n'a pas les moyens de les arrêter dans l'immédiat, mais ça ne coûte rien de s'y opposer, au moins dans les idées, en pensée, quoi. Et même pour les plus couards d'entre vous, au moins en privé, entre amis, dans un repas de famille ou quoi, au moins dire que oui, on condamne quand même. Enfin, je sais, ça peut sembler hyper vain, mais c'est quand même ce qui fait la distinction entre quelqu'un qui a une morale, qui a une éthique, et quelqu'un qui
quelqu'un qui raisonne n'importe comment, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais bien sûr qu'on peut pas les arrêter avec nos petites mains. Ça coûte quoi, au moins, de dire qu'on condamne, qu'on n'est pas d'accord, quoi. Ça coûte rien. Mais non, on se trouvera toujours des gugus pour dire que c'est rien, c'est juste des riches qui se tapent des putes. Voilà. C'est juste ça. Moi, ça me dépasse complètement. Ça me dépasse complètement. Et si les gens maintenant sont contents de se lever tous les matins pour engraisser un patron qui ensuite va devoir payer des impôts à l'État et puis d'ailleurs des gens qui vont aussi payer leurs factures et leurs impôts, tout ça, leurs taxes, leurs TVA, leurs trucs, tout ça pour que tout ce pognon il finisse dans les poches de pédophiles qui vont abuser de leurs gosses et des enfants de leur entourage, potentiellement. Potentiellement, je dis pas que ça va être le cas, mais ça pourrait demain être vos enfants, être les enfants de votre voisin ou de votre frère ou de votre sœur, ou ça peut arriver à n'importe qui, la pédocriminalité. Si vous êtes content d'être un esclave et tous les matins de vous lever pour engraisser ces gens-là et leur permettre de commettre des atrocités, et qu'en plus vous les validez en disant que ah, c'est rien, ils sont riches, c'est normal, bah si ça vous fait plaisir de vivre comme ça, écoutez, grand bien vous fasse, hein. Mais faut pas s'étonner après de se faire entuber à longueur d'année et de journée par la même caste de pourris corrompus qu'on se tape depuis beaucoup trop longtemps, quoi. Voilà, ma foi, j'ai fait à peu près le tour de la question. Je sais pas quoi agiter de plus, ajouter de plus. C'est terrible. Maintenant, ça peut sembler être un constat noir, pessimiste. Ça peut donner envie aux gens de raccrocher les gants, de dire bah ça sert à rien de se battre, machin. Mais il ne faut pas le faire parce que comme je l'ai dit, l'histoire est le théâtre des imprévus et à tout moment, il peut y avoir une bascule qui fasse que malgré tout, ça peut valoir le coup de se battre. Et encore une fois, battez-vous pour votre propre conscience, pour votre propre éthique et non pas dans l'attente d'un résultat. Et voilà. Mais inutile de croire ou d'attendre que ça soit cette histoire d'Epstein qui provoque une bascule. Si c'est le cas, je serais le premier content, mais il ne faut pas s'illusionner. Écoutez, je réviserai ma position si on se rend compte qu'au final, ça a effectivement créé une bascule. Je réviserai ma position. Mais pour l'instant, il ne faut pas s'illusionner. Si vous vous mentez à vous-même, si vous vous illusionnez à ce sujet, si vous vous dites que c'est ça qui va tout changer, la seule chose qui va se passer, c'est que vous risquez d'être déçu, d'être dégoûté, et ensuite de ne plus vouloir vous battre. Donc il ne faut pas se bercer d'illusions comme ça. Vous faites du mal à vous-même en premier lieu, et ça rime à rien. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à commenter, à vous abonner à cette chaîne également. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut à toutes et à tous.